Bonjour à tous et bienvenue dans ce 72e épisode de Legal Club Sandwich. Alors, je m'appelle Pierre Landy, je suis avocat au barreau de Paris. Je suis passé, avant de prendre la robe par Disney. J'étais directeur juridique de Yahoo, puis de la Licorne Ledger. Et je suis aussi cofondateur de l'Alliance d'avocats européenne ANCO. Et puis surtout, aujourd'hui, je suis executive mentor et j'accompagne les directeurs juridiques, mais pas seulement, sur leur leadership, leur positionnement dans l'entreprise, ce que j'appelle le savoir-être. Je suis aussi cofondateur du Fleet Network pour French Lawyers in Tech, le réseau des juristes en start-up et dans la tech qui compte près de 700 membres. Je crois même, Audrey, qu'on a dépassé 700 membres cette semaine et que j'ai cofondé d'ailleurs donc avec Audrey ici présente. Voilà. Et donc voilà, nous sommes trois chroniqueurs depuis 72 émissions pour animer ce programme. Et donc je suis accompagné, je viens d'en parler, de Audrey Deléris. Alors Audrey, elle est manager au sein du cabinet de chasse de tête FedLegal. Elle accompagne les directions juridiques et fiscales pour leur recrutement, aussi bien en start-up que pour des grands groupes du CAC 40, dans les secteurs de l'industrie, des services et de la tech. Alors Audrey, comment vas-tu aujourd'hui? Merci Pierre. Écoute, très bien, toujours ravie de vous retrouver et ravie d'avoir notre invitée aujourd'hui, Virginie. J'ai hâte qu'on l'interviewe, donc ravie de vous retrouver. Super. Et alors, est-ce que tu peux nous dire le thème de ta chronique? Oui, aujourd'hui, je vais vous parler du recrutement de Miguel. Encore un exemple de recrutement qui encourage à se positionner parce que rien n'est impossible. Donc, hâte de vous en parler. Bon, alors hâte d'entendre parler du recrutement de Miguel. Et enfin, et par ailleurs, plutôt, ce n'est pas la fin, c'est par ailleurs, nous avons Lindia Le Sauvage avec nous, qui est notre autre acolyte dans cette belle aventure du Legal Club Sandwich. Alors, Lindia, c'est la coach de prise de parole en public que le monde entier nous envie. Rien que ça. Donc, elle accompagne les directions juridiques, mais aussi toutes les directions de l'entreprise. C'est une experte non seulement de la prise de parole en public, mais aussi de la processcom. Et je vous laisserai regarder les précédentes émissions où l'India parle de ce que c'est que la processcom. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que l'India, elle anime une formation exceptionnelle que j'ai moi-même fait il y a bien longtemps au Théâtre des Variétés pour ceux qui veulent aller encore plus loin dans leur présentation et leur prise de parole. Alors, l'India, comment vas-tu? Ça va très bien, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la 72e. Ravie d'entendre Virginie dans quelques instants sur un sujet passionnant. Ravie d'être là. Merci Pierre. Très bien. Et de quoi est-ce que tu vas nous parler aujourd'hui? Alors aujourd'hui, en fait, Audrey va m'interviewer sur qu'est-ce que ça veut dire accompagner un dirigeant sur sa prise de parole, en fait. Ça consiste en quoi? Donc on va un peu rentrer dans le sujet et essayer de comprendre ce qu'il y a derrière ce gros titre. D'accord, j'ai hâte de voir tout ça. Alors surtout moi aujourd'hui, je suis particulièrement heureux parce que j'accueille non seulement une professionnelle exceptionnelle, mais une très grande amie. Je vous le dis, il s'agit de Virginie de l'Est. Donc Virginie, merci d'avoir accepté notre invitation. Comment vas-tu? Eh ben, écoute, Pierre, ça va super bien. Je suis ravie d'être avec vous, rejoindre votre équipe le temps d'un petit podcast. Et voilà. Et en plus, il fait beau, c'est l'été, donc c'est top. Absolument. Ça, c'est vrai qu'on peut le Quand mentionner. même. Ça n'arrive pas si souvent. Voilà. Comme j'aime à le dire, je connais Virginie depuis l'an 2000. Ça ne nous rajeunit pas, mais est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs qui ne te connaissent pas forcément? Voilà. Donc, je m'appelle Virginie Delez. Je suis co-associée du département social du cabinet Nomos. Et comme tu viens de le dire, eh bien, je suis avocate depuis au moins 25 ans, hein. L'an 2000, c'est voilà, et même avant. Voilà, matière dans laquelle je suis spécialisée depuis le début et même avant à la fac. Voilà, donc je traite absolument de tous les sujets individuels, collectifs, contentieux, conseils, enfin tout ce que vous pouvez imaginer dans ce domaine et voilà, qui nous fait parfois un peu nous tirer, nous arracher les cheveux, mais c'est peut-être aussi pour ça qu'on l'aime. Alors, Virginie, aujourd'hui, tu nous as donné, il y avait un titre qui était assez sympathique, c'était la transaction, se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord. Alors, justement, quel est le message que tu as envie de faire passer à nos auditeurs aujourd'hui?
Bah, voilà, donc la transaction, pourquoi ce thème-là? Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que dans le monde du travail, tout simplement, c'est un mot que tout le monde a entendu. Alors, transaction, accord transactionnel, protocole d'accord, plusieurs dénominations pour finalement un même concept, mais je pense que tout le monde en a entendu parler, soit en tant que salarié, parce que c'est quelque chose qu'on a vécu, qui a été proposé, soit parce que le cousin de la tante à Jules vous en a parlé. Et puis côté entreprise, qu'on soit juriste ou qu'on soit RH, c'est évidemment un concept très 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 utilisé aujourd'hui. Voilà, ça fait vraiment partie de la vie du travail. Mais qu'est-ce que c'est? On se rend compte que finalement, beaucoup de gens ne savent pas exactement ce que c'est, ne savent pas exactement à quoi ça sert, n'ont pas forcément les bonnes clés, ne connaissent pas forcément les pièges à éviter. Donc voilà, l'idée aujourd'hui de proposer ce thème-là, bah, c'était de donner euh, finalement, d'essayer de partager les grandes notions pour avoir des clés de compréhension et puis surtout les bons réflexes. Merci beaucoup Virginie. Alors, c'est vrai que le titre, nous, on l'adore, c'est voilà, comment se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Quelles sont les idées clés? Ouais, exactement. Alors, euh, qu'est-ce que c'est en fait, hein, une transaction? Parce que c'est comme ça qu'il faut un peu prendre le sujet. Bah, une transaction, pour schématiser, c'est comme une décision de justice, mais en mieux. Alors pourquoi une décision de justice? Bah, parce que ça a la même autorité de force jugée. Et ça, c'est pas rien, parce qu'à la base, et c'est quand même un contrat. Faut pas oublier, une transaction, c'est on va se mettre d'accord sur un contrat. Et ce contrat, il se trouve que, de par la loi, il va avoir la même force juridique qu'un jugement. Donc, c'est comme une décision de justice. Et pourquoi en mieux? Ben, parce que c'est un outil, en fait, c'est un outil génial qui va permettre d'aller beaucoup plus loin que ça, mais alors à condition qu'on l'utilise bien, c'est-à-dire que pour son objet et pas pour autre chose. Et puis à condition, en gros, qu'on suive aussi, qu'on suit le mode d'emploi, parce que si on ne suit pas le mode d'emploi, ben ça, c'est la catastrophe garantie, en clair. Voilà. Alors, justement, Virginie, tu dis une décision de justice, mais en mieux. Mhm. Il y a d'autres avantages encore, il me semble. Ouais, c'est ça, effectivement. En mieux, c'est quoi les avantages principaux? Alors, une décision de justice, ça prend du temps. Hein, on sait tous qu'un contentieux, ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, des fois 5, des fois 10. Donc le gros et premier avantage évident d'une transaction, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Voilà. Alors après, il y a des négociations qui sont plus ou moins longues, mais globalement, c'est quand même un outil qui est extrêmement rapide et clairement beaucoup plus rapide qu'un contentieux. Ensuite, le deuxième gros avantage, bah, c'est la disparition de l'aléa. Hein. On sait tous que quand on part en contentieux, et d'ailleurs tous les avocats vous disent, ah bah oui, mais vous savez, hein, il y a quand même l'aléa judiciaire. Bon, quand on conclut une transaction, cet aléa, il disparaît puisque par définition, on s'est mis d'accord, on arrive à un résultat et il n'y a plus d'aléa puisque tout a été cadré. Et quand je dis tout, c'est une transition naturelle pour le troisième avantage, qui est la multiplicité des sujets qu'on va pouvoir aborder et de façon, j'ai envie de dire, proactive par anticipation. Parce que bien souvent, alors on négocie un certain nombre de choses et on en parlera sans doute au fur et à mesure, mais il y a des choses moins évidentes qui peuvent être négociées, et c'est tout l'intérêt de la transaction, parce qu'on est en anticipation. Par exemple, si on prend les choses suffisamment tôt, on va pouvoir négocier la communication de départ, pouvoir se mettre d'accord sur comment on communique sur le départ, en interne, en externe. Et ça, c'est un levier qui, dans certains cas, peut être très important. Ça peut même être quelque chose qui va faire que la transaction aboutit, alors que sinon, avec une mauvaise com, eh ben, finalement, on n'aurait pas réussi à se mettre d'accord. Autre exemple très classique, c'est on va se mettre d'accord sur la clause de non-concurrence, par exemple, qui est aujourd'hui un sujet extrêmement fréquent et qu'il faut d'ailleurs surtout pas oublier quand on transige, quand on négocie. Donc la clause de non-concurrence, c'est un thème qu'on peut évoquer. Mais il y a bien d'autres sujets, et je pense notamment à l'épargne salariale. On peut avoir des stocks, on peut avoir des AGA, on peut avoir des BSPCE, tout un tas de choses. On peut aussi avoir des problématiques de bonus. Donc, on va regarder tout ça et on va tout traiter en même temps, par anticipation, donc pas de mauvaise surprise, j'ai envie de dire plus tard. On peut aussi traiter les outils professionnels, la voiture, l'ordinateur, le téléphone, l'outplacement, le coaching, enfin voilà. Donc c'est un outil qui est super utile sur énormément de thématiques.
Et puis, last but not least, c'est aussi un outil pour, on va dire, optimiser potentiellement le traitement social et fiscal des sommes. Alors, il y a des règles, hein, il y a des règles à respecter aussi bien sur les exonérations sociales et fiscales. Et puis, ça va dépendre aussi du véhicule juridique qu'on va utiliser tout autour de notre transaction. Mais il y a quand même très souvent des choses à faire qui permettent d'optimiser et qui seront là aussi très très nettement plus favorables qu'un contentieux, qu'une décision de justice. Voilà hein, les principaux avantages. Alors moi, je suis d'accord avec toi, Virginie, hein. La transaction, ça présente des avantages évidents et Dieu sait si lors de mes années Yahoo, Ledger ou autres, j'ai poussé pour des transactions. Ouais. D'ailleurs, j'ai le souvenir, sans citer personne, d'un salarié en particulier qui avait totalement refusé la transaction en étant sûr d'être mieux servi au contentieux et qui s'est retrouvé finalement devant nous rembourser de l'argent. Hum, Donc, c'était vraiment pas une bonne idée de ne pas aller à la transaction, mais ça, c'est un autre débat. Mais ouais. est-ce qu'il y a des désavantages ou des risques particuliers à flaguer? Oui, forcément, parce que d'abord, sinon ce serait pas drôle. Forcément, il y a des risques, forcément, il y a des désavantages, etc. Mais peut-être juste avant, pour compléter ce que j'ai dit, parce que j'ai donné finalement avant des avantages qui sont un peu techniques. Il y a autre chose avant qui me semble en fait indispensable d'évoquer, c'est que c'est aussi une opportunité pour éteindre un conflit ou en tout cas pour gérer un départ d'une manière beaucoup plus apaisée. Voilà. C'est-à-dire que à l'occasion des discussions qui vont s'engager pour essayer de trouver un accord, il y a toute une stratégie, je pense, à penser, à mettre en place. Et c'est là où le fait d'être un tiers et ou de faire appel à des avocats ça peut être utile parce que non pas qu'en interne vous n'ayez pas les ressources, c'est pas la question, mais déjà le fait d'avoir un tiers, ça met un peu à distance, ça apaise et ça permet beaucoup plus de choses. Et puis je pense que de l'extérieur, on peut avoir une vision un peu différente et on peut aborder les choses avec une stratégie qui va être celle de ce que j'appelle une sortie tête haute. Une des clés vraiment, hein, il me semble, moi, dans la négociation, et dans la transaction, c'est de se dire, d'essayer de trouver les triggers ou en tout cas les leviers pour que la partie adverse accepte. Qu'est-ce qui va être important dans cette négo-là par rapport à ce salarié-là? Comment est-ce que ça peut, voilà, qu'est-ce qu'on peut trouver comme finalement comme levier? Et c'est cette préoccupation de se dire que les deux parties sortent tête haute qui, je pense, sont vraiment déterminantes. Donc, voilà, bah, le risque peut-être, c'est de ne pas avoir ça. Le premier des risques, finalement, c'est de ne pas avoir ça en tête, finalement, parce que c'est quelque chose de très important. Et Virginie, j'avais envie de rajouter sur le fait qu'il y a un intermédiaire, il y a aussi la confidentialité. Je sais pas si je crois pas qu'on en reparle plus tard, mais ça, c'est essentiel aussi. Alors, ouais, c'est absolument essentiel, effectivement. Si les négociations ne sont pas confidentielles, qu'est-ce qui se passe? Hypothèse un, la transaction va au bout, c'est parfait dans le meilleur des mondes. Hypothèse 2, la transaction capote. Et si on n'est pas confidentiel, bah, qu'est-ce qui va se passer? Le salarié, parce que c'est toujours lui qui a intérêt, risque de saisir le conseil de prud'homme et d'aller voir la juridiction en disant, vous avez vu, et ils étaient prêts déjà à me filer tant ça veut bien dire que leur licenciement, ils savent qu'il vaut pas tripette, hein. Bon, en gros, le risque, c'est que les négos vont probablement constituer un benchmark et probablement le plancher d'une condamnation quasi inévitable et minimum. D'où l'intérêt effectivement de la confidentialité. Voilà. Ouais, Ça me ouais, paraît important ouais, ouais, de absolument, ça aussi. absolument. Ouais, Virginie, moi j'aimerais bien quand même qu'on revienne sur les ouais. inconvénients. Je sais qu'il y a plein d'avantages, tu nous en parles, mais est-ce que tu peux dire aussi qu'est-ce qui peut être risqué ou Ouais. un inconvénient quand on passe par une transaction? Alors, ah, bon, en gros, si on essaie de schématiser un petit peu les choses, il y a différents types de, entre guillemets, plantades euh, et qui sont assez faciles à éviter. Donc, autant bien les identifier. La première, vraiment, et elle est assez fréquente, c'est ce que j'appelle la plantade procédurale. Bon, alors qu'est-ce que c'est que la plantade procédurale? C'est finalement, et c'est ce que je disais un petit peu dans mon propos introductif, c'est prendre la transaction pour ce qu'elle n'est pas. Qu'est-ce que c'est qu'une transaction? Et surtout, avant tout, qu'est-ce que cela n'est pas? Bon, la transaction, ça n'est pas
un outil pour rompre le contrat de travail. Il faut être très clair là-dessus. En droit français, les modes de rupture du contrat de travail, ils sont limitatifs, ils sont dans le code du travail, il y en a un certain nombre. On les connaît tous. C'est quoi? C'est le licenciement, évidemment, ou en face, de façon en miroir, la démission. Après, on peut avoir également la retraite et on peut avoir également la rupture conventionnelle, aujourd'hui, depuis quelques années. Bon, voilà. Et bien, à part ça, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres. D'accord? La transaction, ça ne sert pas à rompre le contrat. Alors, à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien, se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord. C'est-à-dire que suite à une rupture, alors le plus souvent, c'est après un licenciement, parce que c'est forcément la rupture qu'on a subie, hein. Si on l'a subie, on peut ne pas être d'accord, on n'est pas d'accord. Donc, la transaction, ça arrive en deuxième rideau. Une fois qu'une rupture a été consommée, d'accord? Et on va dire, bah, moi, je suis pas d'accord sur cette rupture. Très bien, t'es pas d'accord, tu as le droit. Moi, je suis d'accord avec moi-même, je change pas d'avis. Donc, sur quoi on va se mettre d'accord? Sur les conséquences de cette rupture. OK? Ça, c'est le schéma le plus classique. Donc, on va dire, bon, bah, moi, j'estime que j'ai eu tel préjudice, et donc je demande la réparation de tel préjudice et ceci et cela. On a peut-être aujourd'hui, il faut l'évoquer, un deuxième type de transaction qui est celle qui intervient après la rupture conventionnelle. D'accord? Alors vous allez me dire, bah, par définition, j'ai agréé à la rupture, donc c'est pas les conséquences de la rupture. Effectivement, ce qui peut être l'objet d'une transaction post-RC, ben, ça va pas être la rupture et ses conséquences. Ça va être quoi? Ça va être ce qui s'est passé avant, pendant la vie du contrat. Par D'accord? exemple, les heures supplémentaires Exactement. qui n'ont pas Le, été payées. Voilà, les heures supplémentaires, le burn-out, un défaut de formation, j'ai pas eu mes promotions, etc., etc. Voilà, on peut faire une transaction post-RC, mais ça va se limiter à ça. Une transaction post-licenciement, elle, a vocation à couvrir en tout premier lieu les conséquences de la rupture, mais de plus en plus aussi, pour tout un tas de raisons, également fiscales, sociales, etc., ce qui s'est passé pendant la vie du contrat. L'idée de la transaction, c'est de venir tout éteindre, hein, parce qu'on n'a pas envie de revenir en deuxième semaine et de re-signer un protocole. Voilà, donc pas de plantade procédurale. On doit vraiment savoir à quoi ça sert et ça sert à quoi, ça sert à ça. Et comment on y parvient? Quel est l'élément essentiel? Ben, on doit faire des concessions et on doit faire des concessions réciproques. Voilà. Donc, pour qu'une transaction soit valable légalement, il faut qu'elle intervienne après un conflit. C'est-à-dire que le conflit, il doit être caractérisé dans la transaction, hein. On ne dit pas, bah, finalement, tu as raison, j'aurais pas dû te licencier. Non, on ne dit pas ça. On dit, j'ai raison de t'avoir licencié. Et le salarié dit, tu as eu tort de me licencier. Donc ça, c'est acté. C'est ancré sur un conflit et ensuite sur des concessions réciproques. Et alors, c'est quoi les concessions? Bah, principalement, c'est l'argent. Je vais en demander moins que ce que j'espère en contentieux. Et moi, employeur, bah, je vais en donner un peu plus que ce que je comptais donner, mais ce sera toujours moins que mon risque contentieux. En gros, voilà. D'où le deuxième risque de plantade, c'est la plantade budgétaire. Voilà. On doit savoir où on va, d'où on part, où on veut arriver et être capable de quantifier tout ça en amont pour pas se prendre les pieds dans le tapis, finalement. Et du coup, Virginie, ça donne quoi en fait concrètement, peut-être côté salarié en fait? Alors, euh, Alors oui, c'est important, c'est bien d'ailleurs de commencer par le salarié parce que je pense que c'est peut-être un peu finalement la partie qui est la moins naturellement à l'aise avec ce concept de mais vous me dites qu'on se met d'accord, mais en fait on se met pas d'accord, je comprends rien. Le, le- il est important de faire comprendre aux salariés la mécanique de la transaction. Donc ça, il y a vraiment un travail d'explication en amont à faire. Et puis le deuxième, c'est de lui dire, bah, il faudra faire des concessions. Mais déjà, et là, c'est marrant parce qu'encore récemment, j'ai eu l'exemple on était en train
d'aborder, c'était vraiment au tout début de la transaction avec un salarié. Et puis, moi, j'ai pour habitude toujours de dire, bah, alors, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que vous voulez, d'une manière générale, et puis après, combien vous voulez. Il faut être très clair, il faut savoir où on va. Et alors, la première chose qu'il m'a dite, et c'est pas le premier, ça m'est arrivé assez souvent, c'est, alors moi, je voudrais que l'employeur, il reconnaisse qu'ils ont fait n'importe quoi dans le management, parce que franchement, mon supérieur, il a fait n'importe quoi, et j'ai toutes les preuves, et je voudrais qu'il le reconnaisse. Et voilà, donc stop, 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 on s'arrête. Et là, il y a un vrai travail d'éducation et de ce que j'appelle la prémédication. Il faut que le salarié comprenne que l'employeur ne va jamais reconnaître quoi que ce soit. Ça n'arrivera pas. Ça ne sert à rien. Donc, la De reconnaissance, temps. voilà, perte de temps. La reconnaissance, elle sera indirecte, elle se fera autrement. On aura l'espace dans le protocole, parce que dans le protocole, il y a toujours une première partie où chacun expose sa thèse. Et dans cette thèse-là, là, et c'est très important, particulièrement pour le salarié, parce qu'il y a un intuitu personnel, c'est lui qui est sorti quand même, hein, donc bon, voilà. Euh, donc, il pourra dire tout le mal qu'il veut et exprimer tout ce qu'il veut, mais il n'y aura pas de reconnaissance. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et puis, quant aux demandes financières, il faut également expliquer au salarié qu'il ben, il va pas faire le plein de ses demandes. Voilà, non, ça n'arrivera pas non plus. Et d'ailleurs, pas plus tard qu'hier, j'ai reçu une proposition d'un confrère adverse et les bras m'en sont tombés, comme dirait l'autre, où on a une demande qui est au plus du double du barème Macron. Enfin, on a un truc, alors qu'en égo, voilà, l'idée c'est on fait des concessions. Ben là, il est parti d'un point de départ complètement délirant. Donc, c'est voilà, côté salarié, vraiment éduquer, apprendre, aider, accompagner, expliquer quoi. Donc le salarié, en fait, s'il cherche, c'est très d'actualité, hein, à faire le comte de Monte-Cristo et avoir sa Ouais, vengeance, ben c'est là, ça. en fait, et que c'est vraiment ça qu'il veut, Ouais, là, il vaut mieux lui dire d'aller au contentieux et d'aller demander au juge de juger que il y a eu erreur, ouais. que ça a mal été fait, etc. Mais, C'est pas fait pour ça. mais, L'employeur ne sera pas mis au pilori, sa tête sur une pique, ça n'arrivera pas. mais dans le cas d'une transaction, non, il faut ramener à des choses bassement matérielles, Ouais, les pépettes. Euh, exact. absolument, absolument. Et dis-moi, alors, bon, ok, donc là, on est côté salarié. Ouais, Et moi, maintenant, je suis juriste en interne. J'ai mon CEO ouais, ou mon financier ou mon DRH ou mon ouais. légal. Enfin, bref, voilà, comment est-ce que je m'y prends? Alors finalement, c'est en miroir un petit peu la même chose, c'est-à-dire que, alors je rappelle, parce qu'on peut intervenir à différents stades. Est-ce que quand on intervient, nous, conseil, le contrat est déjà rompu, oui ou non? Voilà. S'il n'est pas rompu, bah, ça va être le préalable, hein, comme je disais tout à l'heure, puisque pas de transaction sans rupture. Je rentre pas dans le détail du formalisme, de la notification recommandée R, etc. Il y a un certain nombre de conditions de validité. Mais voilà, donc organiser la rupture. Et c'est important parce qu'en réalité, ça rejoint le deuxième point qui est, comme pour le salarié, la question du budget. Le schéma de rupture va avoir des coûts qui vont varier selon qu'on est sur, ben, on va partir sur une rupture conventionnelle avec la contribution forfaitaire employeur de 30%, ou bien on va être sur un licenciement suivi bah, d'une transaction. Donc voilà, le schéma procédural va entraîner des traitements sociaux et fiscaux différents. En ce moment, il y a également de plus en plus souvent le passage en bureau de conciliation et d'orientation pour éviter la CSG et la carence France Travail. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait des simulations. On voit en fonction du dossier ce qui est possible, ce qui est envisageable, d'accord? Et on fait des simulations selon les hypothèses et les simulations avec un calendrier et le coût associé. Et ce qui est important, c'est le coût employeur, hein. On ajoute les charges parce que sinon, confère à ce qu'on se disait tout à l'heure, plantade budgétaire. Voilà. Donc c'est ça. Voilà, le point de départ, c'est je sécurise vraiment mon process. Quelles sont les voies envisageables avec des recos, bien évidemment, on est là quand même pour ça. Et puis, je sécurise mon budget. Et ensuite, on peut dérouler. Et Virginie, nous, au LCS, on aime bien quand nos invités donnent des conseils vraiment très pratiques. Est-ce que tu aurais à en donner justement des bonnes pratiques, des pièges à éviter? C'est quoi le mode d'emploi pour la suite? Alors, bah déjà, se mettre d'accord quand on n'est pas d'accord, donc se mettre d'accord. Ça veut dire que il faut que les deux parties vraiment soient dans un mindset qui est, et c'est là que les tiers ont un rôle à jouer,
C'est de leur dire, OK, là, vous avez envie de vous zigouiller mutuellement, OK, mais si on continue sur ce trend, on va pas y arriver. Donc, le but, c'est de trouver un accord. Donc, parce que s'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de transaction. S'il n'y a pas de transaction, retour à la case départ, contentieux super long, aléa, gna gna, risque d'image, risque réputationnel, tout ça en plus, c'est cher. Donc voilà, le premier point, c'est vraiment de mettre tout le monde indirectement autour de la table et de dire le but, c'est qu'on trouve un accord. Donc, va falloir bosser, va falloir faire des concessions, quoi. Voilà. Donc, par exemple, si pour revenir côté salarié, on a par définition un peu travaillé les fourchettes indemnitaires, mais il n'y a pas que ça. Il faut prendre en compte tous les autres sujets. C'est-à-dire que ben, on va regarder si le salarié il a des bonus. Est-ce que là, dans les semaines qui viennent, il n'y a pas une échéance importante qui va tomber? Est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire un peu traîner pour que ce soit plus dans la discussion, par exemple? Bien demander s'il y a d'autres éléments déterminants du type vesting d'actions, etc., etc. Est-ce que j'ai un nouveau job en vue? Ça, c'est super important. Ou si on lance une discussion, ben, que le salarié soit bien conscient que ça peut accélérer un processus qui est sur le point 2 et qui risque de se retrouver dehors. Donc, est-ce qu'il a un plan B? Voilà, est-ce qu'il est prêt à ça? Et puis surtout, faut faire un tour d'horizon complet parce que s'il y a bien quelque chose qui ne marche pas, c'est de mener une négo sur la base d'un certain nombre d'éléments. Et puis, alors que la négo est aboutie ou quasiment, tout d'un coup, il y a votre client qui dit, ah ouais, alors en fait, j'ai oublié, mais je voudrais un coaching ou un outplacement où je vous ai pas parlé de ma voiture. Bon, normalement, c'est votre boulot à vous d'avocat de faire le tour du sujet et de poser toutes les questions. Mais voilà, on ne sait jamais, il peut y avoir un trou dans la raquette. Donc, poser toutes les questions et vraiment s'assurer que on n'a pas un truc qui arrive out of the blue au dernier moment, parce que je peux vous dire que la demande qui arrive au dernier moment, ça peut être un deal breaker. Donc, faut vraiment faire super attention à ça. Voilà. Et alors, Euh, pour boucler la boucle, côté employeur, ça donne quoi, Virginie, à ce stade? ouais. Alors, bah, à peu près pareil. Donc, on repart de l'enveloppe budgétaire. On a bien faire le tour au-delà de l'aspect purement financier. Il y a l'aspect peut-être opérationnel, c'est-à-dire qu'un salarié, bon, bah, a priori, avant qu'il s'en aille, il fait partie d'une collectivité, il travaille, il fait des choses. Alors, peut-être moins bien que ce qu'on espérait et que c'est pour ça qu'on veut s'en séparer. Mais en tout cas, il faut bien s'assurer que du côté opérationnel, il y a pas, va pas y avoir de trou dans la raquette. On va pas se retrouver avec tout d'un coup son département qui vient en disant mais ça va pas, il est parti en plein milieu de tel dossier, on attendait au moins qu'il termine tel truc, là ça va être la cata. Il peut y avoir des sensibilités particulières sur le dossier. Il faut faire attention aussi au risque de contagion. Est-ce que là, dans ce contexte-là, XY, j'ai envie d'ouvrir le bal de la Transac si derrière, potentiellement, je peux en avoir 12, 15 qui vont prendre un ticket pour demander la même chose. Donc là aussi, il y a une espèce de, j'ai envie de dire, de tour d'horizon à faire. Voilà, après, bon, j'ai envie de dire tout ce qui est validité juridique, etc., ça, c'est un peu notre job et c'est à nous d'accompagner. Mais sur l'aspect opérationnel, en clair, tout ce qui est chez le client, parce que c'est lui qui connaît le contexte. C'est lui, s'il y a des précédents, s'il y a eu des précédents, ben, j'aimerais autant le savoir, parce que quand c'est le confrère adverse, et ça m'est déjà arrivé à moi, ou de l'avoir vécu en face, qui dit oui, ben enfin, confrère, il y a quand même 3 mois, votre client, il a sorti un directeur commercial machin, il lui a quand même filé 3 mois 3 ans de salaire. Alors aujourd'hui, vous me dites que bon, on passe quand même un peu un moment de, comment dire, de solitude. Solitude, C'est toujours, exactement ce c'est, que c'est j'allais dire. toujours, voilà, c'est toujours très déplaisant. Donc finalement, tout ce qui est lié au fait que votre client, bah, c'est lui qui est dans la boîte, c'est lui qui connaît tout ça. Il faut absolument s'enrichir de sa connaissance. Euh, je pense que d'une manière générale, c'est comme ça qu'on travaille le mieux. De toute façon, c'est pas propre à la transaction, mais je dirais que c'est particulièrement important dans ce type d'exercice. On doit avoir vraiment une vision complète, globale, des attentes, du contexte, des risques, des implications. Voilà, et ça, c'est crucial. Et puis aussi de dire, tu le sais, Pierre, tu m'as vu à la manœuvre, de dire,
c'est qui? C'est quoi son profil à cette personne-là? De qui on parle? C'est quoi son caractère? À quoi il est sensible? Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce qu'il aime pas? Parce que ça va être absolument clé aussi, aussi dans la négo. Les mêmes Euh, leviers ne fonctionnent pas sur les mêmes personnes. C'est absolument incroyable. Exactement. Il y a certains qui vont passer des heures Ouais, ouais, sur ouais. la lettre, par exemple, une lettre de recommandation, qui vont demander Une lettre annexer de recommandation, le wording du de mot de la lettre de départ, la lettre de licenciement. Voilà, il y en a certains en qui on dit, attendez, cette lettre, personne ne la verra jamais, on s'en et ça fout marche pas, comme l'an ça. 40, voilà. Et il y en a qui disent, ah, mais moi, je m'en cogne totalement, ça ne m'intéresse pas. Et d'autres, sur une virgule, vous allez y passer des heures cubes. Bon, et ça, eh ben, il faut être prêt à faire ce travail-là. Pourquoi? Parce que sans ça, vous n'aurez pas de deal. Mm. Voilà. Que Donc, c'est et ça c'est là je m'adresse plutôt aux juristes, c'est vraiment ce qu'il faut faire comprendre à votre CEO, à votre la personne, c'est pas qu'il est difficile, c'est qu'il fonctionne différemment. Toi, le CEO, tu vas straight to the point, tu vas regarder le mm, chiffre de la transaction Ouais. et tu vas dire ah génial, je vais me faire X et mm, le reste on s'en fout, c'est qu'un document que personne ne verra. Et ben non, ce salarié va voir autre chose, il est peut-être moins intéressé par l'argent, moins intéressé, et mm, il va falloir accepter ça et garder son calme et keep mm. enfin, garder les Et- eye on the price, comme on dit chez nos amis Non, anglo-saxons. mais très clairement, il faut, enfin, chaque négo est totalement différente et il n'y a pas une technique de négo en réalité. Il y en a autant que de dossiers. Enfin, je veux dire, ça, c'est très clair. Mais voilà. Et puis juste reboucle sur ce que tu disais tout à l'heure, la confidentialité. Je pense que vous le savez tous, mais c'est bien de le rappeler quand même. Le grand sport aujourd'hui, c'est l'enregistrement quand même, hein. Tout enregistre. Et alors, au début, moi, j'avais comme profil de personnes qui enregistraient des jeunes, etc. Aujourd'hui, vous avez tous les profils, ils enregistrent tout. Donc, bien faire attention à ce qu'on dit quand on le dit, etc. C'est vraiment quelque chose euh, voilà, une précaution super importante, quoi. Mais je croyais que c'était pas reconnu juridiquement. Alors, si, il y a eu tout un. Alors, je ne vous fais pas le détail de l'évolution jurisprudentielle, chambre sociale, chambre criminelle. En deux mots, un mode de preuve, même jugé illicite, peut être recevable. Ah oui. C'est très récent, hein, à condition que ce soit le seul moyen pour la partie qui s'en prévaut d'établir la réalité de ces allégations. En gros, c'est ça. Donc, D'accord. c'est possible, c'est très strict, mais c'est possible. Voilà, donc faut faire vraiment super attention et ça a été affirmé, réaffirmé là très très récemment. Ça a donné lieu à pas mal de débats d'ailleurs, mais ça peut être à son avantage, hein. Enfin, voilà, mais il faut que ce soit le seul moyen, quoi. Ok, je crois Bon, on va s'arrêter là pour l'instant parce que sinon Audrey va bondir. Désolée, j'étais bavarde. Non, mais non, c'est mais passionnant pour le coup. c'est un sujet qui est passionnant et qu'on a pour beaucoup connu d'un côté ou de l'autre de la barrière. Donc c'est forcément, voilà, ça nous parle. Mais on va revenir à toi, Virginie, parce qu'on a plein d'autres questions à te Super. poser de nos auditeurs et de nous-mêmes. Mais en attendant, on va commencer par les chroniques et l'ingénieur du son que je suis gagner du temps en vous parlant afin de pouvoir lancer le jingle d'Audrey. Jingle. Voici. Je veux Get the bien. fever. Et c'était l'inverse. Je devais lancer le jingle de Pas grave, Lydia. on échange aujourd'hui si tu es d'accord, Lindia, parce que la Je chronique suis... de Lindia, elle est un peu particulière. Voilà, moi, je suis ravie d'interviewer Lindia pour ta chronique aujourd'hui, parce que tu nous parles depuis plusieurs saisons, du coup, de ton métier avec plein de storytelling, de conseils. Mais aujourd'hui, c'est bien aussi de se poser un petit peu, que tu nous en dises un petit peu plus, parce que qu'est-ce que c'est pour toi accompagner les dirigeants sur leur prise de parole? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Alors oui, c'est un vrai sujet parce que on croit que tout le monde sait et en fait on se rend compte que en général les gens savent pas trop ce qu'il y a derrière. Donc on va aller un peu regarder ce qu'il y a derrière le rideau. Et alors déjà, lorsqu'on parle de dirigeants, on parle de directeurs de groupe, mais aussi de fondateurs, de partenaires. Ça peut être des élus politiques, des avocats, des juristes évidemment, et tous ceux en fait qui ont des rendez-vous à fort enjeu qui nécessitent une vraie préparation. Et les rendez-vous à fort enjeu, c'est une intervention qui a un impact significatif dans leur actualité. Et ça se passe lors de conventions, lors d'élections, d'inauguration, mais aussi lors de prise de fonction. C'est beaucoup de lions, je ne le fais pas exprès, d'une nomination également. Ça peut être un changement dans la vie de l'entreprise, une réorganisation.
En fait, tous ces rendez-vous qui sont attendus et laissent des traces en fait dans la vie de ce client. Et comment est-ce Et qu'ils font... Non, vas-y, pardon, Lindsay. non, je t'en prie. Et comment est-ce qu'ils font appel à toi, ces clients, justement? Alors, il y en a que j'accompagne depuis plusieurs années, que je suis en fait au rythme de leurs enjeux. La plupart du temps, c'est par réseau, même exclusivement, on va dire, par réseau. Ça fait 17 ans maintenant que je fonctionne comme ça. Et c'est plutôt déjà très appréciable dans mon travail, c'est par recommandation. Et ils t'appellent directement, du coup, ces clients, ces nouveaux clients? Alors oui, oui, ça arrive qu'on m'appelle directement ou leur service de communication aussi dans les autres cas. Et puis ceux que je continue à accompagner pour des rendez-vous ponctuels. Et ensuite, une fois que vous avez décidé de travailler ensemble, comment ça se passe? Vous vous mettez directement au travail? Enfin, comment est-ce ça se met en place? Alors, avant toute chose, moi, j'investigue. Je vais chercher toutes les infos sur cette personne, toutes ses prises de parole. Ça peut être des vidéos, ça peut être des écrits, ça peut être des rubriques, des textes, des engagements aussi. Je vais me faire une idée précise, en fait, de tout ce qu'il transmet, de tout ce qu'il laisse, en tout cas, transparaître dans sa communication. Et ça, c'est le travail que je fais en amont de notre rencontre. C'est vraiment détective privé. Oui, j'allais dire, ça on dirait un peu travail d'enquête de Sherlock Holmes. Et donc, une fois que tu as réalisé ton enquête, après, tu rencontres en one-to-one ton client ou futur client. Alors oui, on échange sur le contexte, les attentes de l'événement, et moi j'ai besoin de tout savoir. Alors en one-to-one, oui, dans un premier temps, ça peut être aussi, bien souvent, c'est avec l'équipe de communication. On se pose, on échange, c'est une première rencontre, et puis ensuite je le vois directement. Et je demande d'ailleurs toujours un rendez-vous en one-to-one. On a besoin de faire connaissance, en fait, de créer une alliance aussi. C'est impossible autrement. Faut que la personne ait envie de travailler avec moi, bien entendu, et que j'ai envie de travailler avec elle. C'est l'alliance. On a besoin de savoir, enfin, de se voir, pardon, pour comprendre son enjeu, bien au-delà de tout ce qu'on a pu me dire en amont. Comprendre ses ambitions, ses doutes, ses failles aussi, son appétence ou non pour l'exercice de la prise de parole. Et il peut tout me dire, absolument tout. Et je l'y engage d'ailleurs. Ça, c'est une relation, c'est ce que j'adore. C'est une relation extrêmement privilégiée, je dois dire. Il n'y a pas de lien hiérarchique. Donc tout est possible. Et la transparence, elle est totale. Et c'est d'ailleurs une des clés aussi de ce métier, c'est la confidentialité et la confiance. Pour revenir un peu à ce que disait Virginie tout à l'heure, dans un autre contexte, on retrouve ces Et, deux et, notions. Pardon? et durant ces séances de travail, ces rendez-vous, est-ce que vous travaillez ouais, ensemble sur le contenu aussi? Alors oui, je peux intervenir évidemment tout dépend en fait. Je peux intervenir j'ai un binôme avec qui j'interviens, qui lui est expert dans le contenu, donc il travaille sur le fond, moi je travaille sur la forme. Parfois, le contenu, il est déjà préparé par l'équipe de com. Et après, on va faire du sur-mesure. C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler mot à mot, évidemment, tout ça, mais il va se mettre en bouche, en fait, le contenu et se l'approprier. Et très vite, on va se rendre compte si ce fameux contenu lui convient ou pas. Si ce ne sont pas ces mots ou ces expressions, on va vite s'en rendre compte. Et on utilise la trame, mais on va développer ensemble le fond pour créer ses propres tournures de phrases, ses éléments de langage. On dit souvent que c'est de la haute couture à ce stade-là. Si le contenu, en revanche, est prêt, alors, et qu'il lui appartient, ce qui est assez rare, hein, qu'il l'a écrit lui-même, alors on se met au travail directement et on travaille sur sa posture. Au-delà du message, qu'est-ce qu'il souhaite que l'on retienne de son intervention? C'est la phase pour moi la plus importante. Les mots seuls, le contenu seul n'ont aucun intérêt s'il n'est pas porté. Par quelle conviction, par quelle dynamique, par quelle personnalité, c'est tout le fruit en fait de mon travail. C'est le fameux ciseler une communication qui lui ressemble. Bien au-delà des mots, en fait, je vais m'enquérir de sa personnalité pour faire porter le message. Et c'est tout l'intérêt aussi de ce rôle-là. Je ne fais pas partie, je vous le rappelle, de l'entreprise.
ou du cabinet dans lequel j'interviens. Donc, le fait de ne pas avoir de lien hiérarchique change absolument tout. Et j'ai deux questions pour finir. Du coup, Lydia, la première, est-ce que tu peux nous dire comment se passent ces séances de travail concrètement? Alors, on répète, on essaye, on se trompe, on cherche, on met en scène, en mouvement. C'est un vrai travail de mise en scène. C'est ce qui rassure aussi beaucoup d'ailleurs. C'est très cadré et pourtant, il ne faut pas que ça se voit. Il m'arrive aussi de filmer pour que la personne prenne conscience de l'évolution ou non de son travail. Alors, c'est implacable, la caméra, mais c'est tellement, tellement utile. On travaille beaucoup, beaucoup. Il faut savoir que 10 minutes d'intervention, c'est à peu près 2 heures, une séance de 2 heures. Et ça peut être 2 à 3 séances de 2 heures en fonction de la personne, de là où elle en est. Et il m'arrive aussi de travailler dans les lieux, à la fin de travailler dans les lieux d'intervention. Ça peut être une dernière répète, comme je l'ai fait il n'y a pas si longtemps, aller l'accompagner sur la scène du Zénith pour travailler dans les lieux avec évidemment toute la technique, la lumière. Là, il y a tout un tas de paramètres à intégrer. Ça, j'adore. Et donc voilà, ça m'emmène parfois dans des endroits où je n'aurais même pas imaginé. Et dernière question, parce qu'on aime bien les choses très concrètes dans le Legal Club Sandwich, donc forcément, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu as des exemples concrets de ce que ça change pour certains que tu accompagnes justement? Évidemment, en toute confidentialité, hein. Bien sûr. Alors, je dirais la première chose, c'est la connexion avec l'auditoire. Ça, c'est essentiel et le lien, en fait, qui va se créer avec le public. On n'est pas dans un monologue et bien souvent, les personnes qui avaient pour habitude de travailler seules n'avaient absolument pas intégré cette notion-là. La deuxième chose, c'est qu'on simplifie aussi beaucoup. On simplifie aussi beaucoup le contenu. Trop de chiffres, de phrases longues, ça n'intéresse personne. Il y a des personnes qui apprenaient par cœur avant qu'on se rencontre leur discours. Alors ça, c'est évidemment la catastrophe absolue. Donc, avec beaucoup de travail et ces mêmes personnes aujourd'hui ont appris à travailler autrement et leur communication n'a absolument plus rien à voir. Et puis, il y a ceux qui étaient incapables de bouger, d'être en mouvement, de gérer le mouvement dans l'espace, qui étaient maladroits, vraiment maladroits physiquement. Là encore, ces personnes-là auxquelles je pense, aujourd'hui, ne supportent même plus qu'il y ait un pupitre ou une stèle d'ailleurs sur la scène. Donc ça, ce sont des belles réussites. Et puis, il y a ceux qui étaient tellement mal à l'aise avec l'exercice, qui perdaient complètement en crédibilité aussi. Euh, et ces mêmes personnes aujourd'hui sont les premières à demander des interventions. Donc c'est une petite victoire. Alors évidemment, on n'a pas le temps parce que je sais qu'Audrey gère le timing. On n'a pas le temps de tout dire ici, mais si on doit retenir une chose, je dirais que celles et ceux qui aujourd'hui prennent du plaisir à intervenir devant des grandes audiences, ça pour moi, c'est une vraie, vraie victoire. Et je finis par le moment présent où je voulais dire un grand bravo à Virginie sur sa prise de parole, parce qu'évidemment, j'ai tout observé, je t'ai trouvée extrêmement vivante, extrêmement colorée dans tes propos, dans ton rythme, Virginie. Voilà, heureusement que tous les clients sont pas comme toi, sinon j'aurais plus de T'auras pas de boulot. boulot. Merci beaucoup. Mais Merci. bravo, bravo, voilà. Et moi, pour la petite anecdote, avant de passer à la chronique d'Audrey, j'ai travaillé il y a 17 ans avec Lindia et elle m'avait expliqué qu'en me regardant, m'exprimer que tout allait très bien, mais que j'avais un problème, c'est que je filais le mal de mer aux gens parce que je balançais d'un côté de droite à gauche sur pied droit, pied gauche. Et ça m'est resté 17 ans après, ton point d'ancrage, Pierre. Ouais, Les ouais, pieds sont accrochés au sol. Et ouais, après, tu bouges. Donc, du coup, j'ai appris à bouger avec l'India, mais j'ai arrêté le balancement de droite à gauche quand je parle. Je me pose et après, je bouge. Voilà. Donc, ça m'est ouais. resté, tu Le vois. planter de bâton, monsieur Duss. C'est Oui, c'est complètement ça. ça. C'est le Le- planter du bâton. Voilà. exactement. Alors, je vais évidemment, du coup, mettre le jingle de l'India pour Audrey, hein, parce Oui, que pas de raison. On fait un peu ce qu'on veut. De toute façon, c'est moi l'ingénieur du son et je prends les décisions. Voici donc le jingle d'Audrey pour cette saison, qui est en fait le jingle de l'India. Vous avez suivi. oui. Vous avez suivi.
Merci Pierre et merci Lydia de m'avoir prêté du coup ton jingle exceptionnellement pour aujourd'hui. Alors bienvenue dans votre chronique préférée. Donc moi aussi je dis un petit peu ce que je veux puisque c'est moi qui rédige ma chronique. Donc je vais décider que c'était votre préféré dans le monde du travail et des opportunités professionnelles. Donc comme vous le savez dans cette saison, cette chronique elle s'inscrit dans le partage d'histoires de recrutement. Si les prénoms que j'utilise, ils sont sortis tout droit de mon imagination, les histoires que je raconte sont elles bien réelles. Et je suis heureuse de les partager avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Miguel, donc prénom que j'ai décidé du coup, de mettre dans ma chronique. C'est un avocat avec une douzaine pardon, d'années d'expérience en contrat, achat, nouvelle tech. Et c'est une histoire qui, j'espère, va vous donner envie d'oser pour vous positionner et pour saisir les opportunités qui se présentent à vous. Alors, quand j'ai rencontré Miguel, il y avait déjà un parcours bien rempli. Des premières années dans un cabinet bien installé, puis ensuite il a créé son propre cabinet avec des amis associés. Il avait de très beaux clients, une belle activité, était très investi. Après est arrivé ce qui arrive, les associés se sont séparés, il a emporté des clients et il a créé sa propre structure. Tout se passait très bien, ça lui plaisait beaucoup, mais il se sentait un petit peu seul dans ce cabinet. Et c'est là qu'il s'est dit, j'ai envie de voir autre chose. Et le autre chose, ça voulait dire passer côté entreprise. Vous vous doutez bien que là, c'est là que je suis intervenue pour essayer de lui trouver une belle opportunité. Donc, quand je l'ai rencontré, moi, j'avais un mandat en même temps et j'ai pensé à une cliente, voilà, qui est une responsable juridique dans un grand groupe d'envergure internationale qui cherchait justement un profil expert. Avec ma cliente et Inigo, elles se sont rencontrées. Et là, très bon match, une expertise solide, une bonne perso qui collait bien à l'équipe de ma cliente. Et donc, tout s'est bien passé. Ils se sont dit qu'ils pouvaient bien matcher. Et surtout, ma cliente a dit qu'ils pouvaient bien matcher à l'équipe et à leur entreprise. Donc, vraiment, très content de ce recrutement. Et voilà. Et comme il était un peu plus expérimenté, elle s'est dit, bon, c'est pas si mal d'avoir quelqu'un un petit peu plus expert, comme ça, il pourra apporter d'autres choses à l'équipe. Donc, tous les voyants étaient au vert. Miguel a décidé de prendre cette décision très courageuse de quitter la robe, de transmettre ses dossiers à des confrères et de rejoindre ma cliente. Donc un vrai tournant pour sa carrière. Il a pris son poste. Quand j'ai suivi l'intégration, tout s'est très bien passé. Le poste, super poste, beau dossier, très bien accueilli par l'équipe. Vraiment, tout allait très bien. Ma cliente était ravie. Donc vraiment un super recrutement comme je les aime. Et puis 6 mois après son arrivée, il y a un poste de responsable juridique qui s'est ouvert en interne. Miguel se sentait très très bien sur le poste initial que j'avais proposé. Mais il s'est dit, une opportunité comme ça, j'ai pas envie de la laisser passer. Et il a osé se positionner. Alors ma cliente, elle était un peu surprise au départ, hein. Après tout, ça faisait que 6 mois que Miguel était arrivé. Elle s'est dit, bah, pourquoi pas, je vais considérer sa candidature. Il a passé des entretiens en interne, comme n'importe quel candidat, et ils se sont dit, en fait, oui, en fait, ce serait la bonne personne pour ce poste-là. Donc en seulement 6 mois, Miguel, il a été promu responsable juridique. Il est devenu client à mon tour, parce qu'il a dû recruter des gens pour faire grandir son équipe. Bref, une belle boucle bouclée. Et ça, évidemment, j'adore ces histoires. Et j'adore aussi raconter ces histoires quand je recrute maintenant d'autres personnes pour ce même client, puisque voilà, ça montre que l'entreprise, elle est ouverte, qu'elle est dynamique. C'est une véritable leçon de carrière aussi pour vous tous qui nous écoutez. Voilà, ce qui est essentiel de comprendre, c'est que nous sommes souvent les premiers freins à notre progression. Et combien de fois est-ce qu'on se dit, ce poste, il n'est pas pour moi, je suis pas prête. Et voilà, Miguel, il aurait pu se dire, bah, ce poste-là, il me convient très bien. Et c'était d'ailleurs le cas. Mais il y avait ce challenge-là qui lui était proposé en interne. Il s'est dit, bah, pourquoi pas. Il a osé se positionner. Il a pris le risque de demander plus, de viser plus haut. Et ça a payé. Donc le message que je veux vous faire passer aujourd'hui, c'est que c'est aussi à nous de nous positionner quand il y a un poste ou une nouvelle opportunité, en interne, en externe aussi d'ailleurs. Il ne faut pas attendre qu'on pense à nous. Il faut aussi qu'on fasse en sorte qu'on pense à nous. Et ça, c'est notre travail. Il faut tenter et au pire, c'est non. Et même si c'est non, bah, c'est une expérience. C'est aussi toujours une occasion de se perfectionner, de mieux se préparer pour la suite, pour la prochaine opportunité. La vie professionnelle, ça je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus, elle est faite de défis, de risques, mais c'est aussi des récompenses pour ceux qui osent. Donc pour conclure, j'ai cité Mark Twain, parce que ça fait très longtemps que je vous avais pas fait une citation, C'est ça me manquait. vrai? Voilà, donc Mark Twain, il a dit, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont Ils l'ont fait. fait. Et cette phrase, je trouve qu'elle résume parfaitement l'attitude de Miguel et celle que nous devrions tous adopter. Il faut oser, il faut tenter et il faut montrer notre potentiel par nos actes. Et ben, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle chronique avec une nouvelle histoire. Je ne sais pas encore de qui, je n'ai pas encore inventé le prénom, mais l'histoire, elle existe bien. Et Mark Twain, tu sais qu'il a aussi dit quelque chose d'autre qui s'applique très bien à Paris en ce moment. C'est le plus bel hiver que j'ai passé, c'était un été à San Francisco. Ça fonctionne aussi pour Paris, vous voyez, voilà. Je voulais aussi citer Mark Twain. Merci. Mais ceci étant dit, je voulais profiter des quelques minutes qui nous restent et revenir à Virginie
Et bon, moi, ça me parle énormément tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, et ne serait-ce que parce que nous avons souvent travaillé ensemble sur des tels sujets dans ma vie antérieure. Mais dis-moi, Virginie, est-ce que tu as quelques tips, quelques conseils pour optimiser les chances de parvenir à un accord dans une transaction? Alors, oui, alors c'est pour optimiser ou pour éviter le mur, hein, on va se dire ça comme ça. Euh, on doit être dans une négociation de bonne foi. C'est le principe. C'est comme l'exécution du contrat de travail, c'est une exécution de bonne foi. Ben, quand on sépare, c'est pareil en réalité. Donc ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que il y a des choses qu'on fait pas. En tout cas, c'est des règles. De temps en temps, ça m'est arrivé de croiser des confrères qui le faisaient, mais on fait pas de négo à la hausse. Voilà. En tout cas, le but, c'est que les deux parties se rejoignent. Donc, il y en a une qui commence là, l'autre qui commence là. L'idée, c'est que progressivement, il y en a une qui monte, l'autre qui descend. Mais voilà, on essaie de pas repartir dans le mauvais sens parce que ça fait capoter les deals quasiment tout le temps. L'autre règle, c'est que chacun parle à son tour. Voilà, on va pas faire une enchère sur sa propre dernière proposition. Voilà, ça fait partie un peu des règles d'or. Oui, mais je vous vois faire, oui, mais ça arrive souvent. Donc, on est obligé de rappeler les règles, sinon c'est le bazar, pour rester poli. On essaie de ne pas faire de ce que j'appelle les négos parasitaires. Autrement dit, on décide du canal de discussion. Soit c'est les parties entre elles directement qui vont être conseillées par leur avocat, soit c'est les avocats entre eux directement. Mais on évite d'avoir des discussions parallèles parce que sinon, ça va venir complètement parasiter le truc. Alors, sauf, sauf quand c'est choisi, sauf quand c'est une stratégie, parce qu'on a une situation de blocage sur le canal principal. Et là, on se dit, bon, bah alors on va essayer de faire un truc en parallèle pour essayer de débloquer le bousin. Voilà. Et puis, deux derniers points, on respecte la partie adverse, vraiment, 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 vraiment. Et ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, on essaie de savoir à qui on a affaire, quels sont les éléments pour la partie adverse, les éléments qui vont être essentiels. On ne dit jamais, même entre confrères, parce que on a beau être des tiers intermédiaires, si on commence à dire ouais, bah, de toute façon votre dossier il est pourri, votre client il est nul, etc. On va pas y arriver. D'abord, on n'y est pas. Moi, je dis toujours à mes confrères, alors, attendez, moi, noir, blanc, c'est toujours un univers de gris. Et puis, de toute façon, moi, mon client me dit ça, vous savez quoi? En fait, j'en sais rien. J'y étais pas. Mais voilà, on a une situation, on a un problème. Donc, et notre boulot, nous, c'est de le résoudre. Donc, on va essayer de trouver une solution. Donc, voilà, respecter la partie adverse, essayer de trouver les éléments déterminants pour emporter le consentement de la partie en face. Tête haute, je le dis toujours. Il faut que, voilà, une transaction réussie, une transaction qui va être signée, c'est une transaction où ça va être peut-être un peu une question de montant, mais ça va être surtout et beaucoup une question de comment. Voilà. Et puis on écoute son conseil. Si on prend un avocat, on l'écoute. Mm. Et C'est mieux. chacun doit avoir l'impression d'avoir gagné presque, tu C'est vois. ça, c'est ça, c'est ça. Et d'où l'intérêt des allers-retours, etc. Et en fonction des dossiers, alors avec l'expérience, on doit sur le nez. Je dis bon bah là ça, dans ce dossier-là, alors soit je dis ça on va pas y arriver, soit je dis on devrait y arriver mais ça va nous prendre 15 allers-retours, ou bien ça faut pas que ça prenne plus de 3 parce que sinon ça va patiner. Voilà, c'est ce genre de trucs. Et puis, encore une fois, avec les données du dossier et les personnalités de chacun, de mon interlocuteur en interne, de l'interlocuteur du confrère de l'autre côté. Et puis, bah, après, la qualité de la relation avec le confrère, elle est très importante, hein. On se dit beaucoup de choses et c'est tout l'intérêt de la confidentialité. C'est aussi pour pouvoir se dire des choses en transparence, de dire, bon, alors, moi, mon client, il est remonté comme un coucou. Vrai ou faux, ça peut être une stratégie, mais peu importe. On se parle vrai, on se parle direct. Donc moi là, en un coup, je vais pas y arriver, c'est sûr. Il va falloir au moins 3 ou 4 allers-retours. Donc on fait comment? Ça peut être ça aussi une négo, hein. Donc c'est vraiment et c'est pour ça que nos clients doivent pas nous entendre des fois, parce que sinon ils seraient voilà, il y a une vraie stratégie. On œuvre dans l'intérêt du client. Voilà, c'est ça le driver. Et pour ça, ben, on mobilise absolument tous les outils à notre disposition, quoi. Il y a pas de limite, il n'y a pas de règles, il y a des grands guidelines, mais après, c'est chaque négo est différente, quoi. Virginie, j'ai une question très rapidement. Est-ce que tu peux nous parler de l'offre unique? Est-ce que ça marche, la technique de l'offre unique? Oui, alors ça, le first and final, moi j'appelle ça. First and final in the wall, tu vois, c'est dans le mur direct. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et Pierre, tu le disais tout à l'heure, tu avais raison. Euh, Chaque partie, elle doit avoir l'impression qu'elle a poussé l'autre
au maximum de ses retranchements et même au-delà. Le coût moi, ce sera 100K et pas 1 euro de plus, ça marche pas, j'y bête. Tu sais quoi, laisse-moi faire, je vais commencer à 75, 80, peu importe. Ou peut-être à whatever, on s'en fiche. Mais ça ne marche pas, je ne peux pas vous le dire autrement. Voilà, moi, j'ai Tellement jamais voulu. d'accord. Et j'ai envie de te dire, côté salarié, faut jamais accepter la première offre. Dès le Mais principe. jamais, Parce que, voilà. voilà, on se dit toujours, s'il m'a dit 100, c'est qu'il a au moins 120 ou 150. Bon, il y en a qui pensent qu'il a 500 ou 1 million. Oui, mais Erreur, c'est autre chose. erreur. Mais euh, on crée, enfin, ça s'appelle orchestrer son propre échec. On ne fait jamais ça. Mais je suis pressée. Oui, ben, mais même. Parce que là, ça tombe bien, parce que dans le mur, tu vas y arriver très, très vite. Ça va être réussi. Donc, non, vraiment, ça marche pas. On a besoin chaque partie a besoin d'avoir le sentiment qu'elle a poussé au max et elle est où elle est, peu importe, mais elle a fait le job. Et puis l'intermédiaire aussi, dire, mon avocat, il a bossé, hein, il les a fait cracher, hein, tu vois, c'est un peu un truc de ce type-là. Voilà. Et il faut savoir aussi quand s'arrêter, hein, bien évidemment. C'est Ouais, dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il faut il- savoir pousser, mais il faut savoir aussi s'arrêter. Ouais, il faut savoir s'arrêter. Il faut savoir prendre. Peut-être, je voulais te donner un exemple. Il y a quelques années, j'avais un client qui ne m'écoutait pas, qui avait des attentes extrêmement, extrêmement hautes, délirantes, bien au-delà, enfin très, très haut par rapport aux espoirs contentieux, etc. Il a refusé contre mon avis, il a refusé une transaction de plusieurs de centaines de milliers d'euros. Et ben, elle s'est jamais représentée. Il n'y a pas eu d'accord derrière, hein. Ouais. Voilà. Non, non, mais Juste, Il faut savoir justement, saisir les opportunités. justement, une petite pépite pour terminer, Virginie, une négo ratée ou justement une transaction qui a explosé après signature. Est-ce que tu peux juste nous donner un petit exemple? Alors, ouais, transaction ratée. J'ai un exemple. C'est un dossier qui dure depuis 7 ans après la signature d'une transac, hein, que je n'avais pas négocié pour ma part. Donc, j'ai récupéré le truc. Et en fait, le principe, c'est que c'était une transaction qui prévoyait une exécution successive. En gros, pour schématiser un commercial, voilà. Et ils avaient négocié un package assez ridicule et le principe d'un droit de suite sur certaines affaires. OK? Sauf qu'au bout d'un moment, au bout d'un an et demi, la boîte, elle a arrêté de payer avec des prétextes à la noix. Peu importe. Donc, on a essayé de négocier à nouveau. Ils n'ont pas voulu. On est parti en contentieux. On est aujourd'hui en renvoi après cassation devant la cour d'appel quand même, hein. Donc, le truc, pourquoi? Parce qu'elle était mal conçue. C'est un peu comme le divorce, une transaction. Quand on s'aime plus, on déménage, on règle tout en même temps. On laisse pas traîner l'immobilier. En tout cas, si on peut, on règle tout en même temps. Le principe d'une transac à exécution successive dans le temps, ben moi j'appelle ça s'acheter des emmerdes. Excusez-moi pour la vulgarité du propos, mais c'est ça. Et ça, voilà, j'ai un cas très concret en ce moment. Donc, on essaie vraiment encore une fois, de tout régler en même temps. C'est une fois que c'est réglé, négocié, c'est un one shot. On se dit au revoir, et puis finalement, comme si on a bien fait la transaction, on se dit au revoir avec moins d'aménités qu'au début. Et c'est ça le vrai succès. Écoute, Virginie, merci, merci, merci d'avoir pris part à Legal Club Sandwich. Je pense qu'on pourrait parler des heures de ce sujet et d'autres d'ailleurs avec toi. Et je suis sûr que nous aurons l'occasion de nous retrouver tous les quatre bientôt pour continuer d'échanger. Avec grand Mais, plaisir. en attendant, je vais tous te remercier d'avoir participé à l'émission, remercier mes deux acolytes Audrey et Lindia. Vous dire qu'on se retrouvera dans 15 jours avec Sabine Deloge, qui, de mémoire, vient pour la deuxième fois à l'Eagle Club Sandwich. Et c'est la deuxième personne qui vient deux fois. Ça aussi de mémoire. Donc, on est très content. Et voilà, et on va évoquer plein de sujets passionnants avec Sabine autour des données personnelles. Mais je ne vous en dis pas plus. On verra ça dans 15 jours. Et je suis sûr, Virginie, que tu vas faire la pub autour de toi de Legal Club Sandwich. Maintenant que tu y as participé, Absolument. Je on vais compte sur toi. diffuser Urbi et Torbi. Parfait. Très bien. Eh ben, écoute, super. Eh bien, on vous remercie tous d'avoir passé ce moment avec nous. Et sans plus attendre, voici le générique de fin. À dans 15 jours. Au revoir tout le monde. Bye bye. See the money